Bonjour tout le monde. Comme on avait déjà commencé les hostilités avec la S-Type R la semaine passée, il n'était pas question de lâcher le morceau de sitôt. Lors de cet épisode, on va tenter de résoudre tous les problèmes susceptibles de me valoir une contre-visite lors du contrôle technique à passer le plus tôt possible. Lors de l'opus numéro 1, j'avais déjà remplacé disque et plaquettes à l'arrière, qui auraient déjà fait l'objet d'une contre-visite. Cette fois-ci, on va commencer par tout ce qui est lié au volant et qui ne fonctionne pas. Le voyant d'airbag, le klaxon, mais aussi d'autres fonctions moins cruciales comme les commandes des portées de l'autoradio et celles du régulateur de vitesse. Comme tout semble lié au premier abord, on va démonter ça et y jeter un coup d'œil. Par ailleurs, comme l'airbag en place dans la voiture connaît un petit problème avec son logo et qu'il y a un accroc bien visible, j'ai choisi de commander à l'avance un volant complet presque identique qui pourra peut-être nous aider à diagnostiquer le souci. Si vous m'avez vu dans un premier temps regarder du côté du coffre, c'était déjà pour préparer la déconnexion de la batterie et vérifier les fusibles présents à côté. On sait jamais. Voilà déjà le volant que j'ai reçu. Pour retirer l'airbag du volant, c'est du classique. 2 vis Torx à l'arrière. Une fois la batterie déconnectée et l'airbag retiré, je peux inspecter les connecteurs. Ceux de cet airbag justement, mais aussi celui dédié aux commandes au volant et au klaxon. Rien ne semble abîmé à première vue. Je poursuis donc le démontage. Retirer le volant va me permettre de remonter un peu plus en amont au niveau du faisceau. Un petit comparatif des deux volants me permet de m'assurer qu'ils sont rigoureusement identiques au niveau du branchement. Enfin, ils sont identiques tout court, à l'exception d'un détail esthétique de l'airbag. La couture centrale redescend au niveau des 2 branches inférieures. Autant dire que je saurais largement vivre avec cette petite entorse à l'origine. Ayant déjà eu des mauvaises surprises de ce côté, je mets tout de même en place le nouveau volant. On sait jamais, ces messieurs de chez Jaguar auraient très bien pu avoir l'idée tordue de changer le nombre de cannelures ou le diamètre de montage. Mais finalement pas de problème. J'ai maintenant accès à ce qu'on appelle le contacteur tournant. Cette pièce renferme une nappe pliée et enroulée qui suit les mouvements du volant de butée en butée. Je ne devrais pas pouvoir la faire tourner de plus de 3 ou 4 tours dans un sens. Sauf que là, je peux en faire autant que je veux sans rencontrer la moindre résistance. Il y a bien quelque chose qui cloche là. Vu l'amplitude de mouvement de la pièce, je peux m'autoriser à ouvrir ce contacteur tournant pour comprendre ce qui va pas. Peut-être qu'on a devant nous le premier contacteur tournant sans fil. Compte tenu du caractère plus qu'improbable de cette hypothèse, on va plutôt en commander un en bon état. Comme ça marche moins bien. En attendant, si vous vous souvenez bien, lors de l'épisode 1, je vous avais parlé d'un montage électrique plutôt suspect au pied du conducteur. On va s'occuper de ça parce qu'on a déjà suffisamment de problèmes à régler sans en plus devoir rajouter à l'équation un système monté en parallèle et peut-être à l'arrache. Après avoir retiré encore quelques pièces d'accastillage, j'ai une vue plus claire sur ce qui m'attend. Avant même d'avoir touché à quoi que ce soit, 2 fils sont déjà sectionnés, probablement pour neutraliser le système qui manifestement est un anti-démarrage supplémentaire. Il est connecté entre autres au coupe-circuit activé en cas de choc, au Neumann, au faisceau allant vers le volant, mais également à un interrupteur situé dans le petit rangement inférieur gauche. Et puis il y a aussi un câble plat qui part dans la console centrale. Il va falloir trouver ce qu'il y a au bout. Et caché sous les portes gobelets, on trouve un clavier numérique. Donc il était probable que le bouton du rangement servait à initialiser la saisie, puis un code devait être tapé sur le clavier pour pouvoir démarrer la voiture.
Un vrai Capharnaüm monté comme je le redoutais totalement à l'arrache et qui devait être aussi efficace que de cacher les clés au-dessus du pare-soleil. Après avoir débranché toutes les dérivations, puis ressoudé le faisceau dans sa configuration d'origine, il ne me reste plus qu'à voir si la voiture démarre toujours. A priori, je lui ai pas fait plus de mal que de bien. C'est déjà pas mal. On a gagné un peu de poids, négligeable, mais surtout de la lisibilité sous le tableau de bord. Quelques jours plus tard, le contacteur de rechange est là et je n'ai évidemment qu'une hâte, le monter et vérifier que tous les problèmes sont résolus. Sur ce même contacteur, on trouve les consignes d'installation. Le faire tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver en bout de course, puis dans l'autre sens de 2 tours jusqu'à ce que la flèche pointe vers le haut. Dans mon cas, je sens bien la résistance embutée, c'est bon signe. Il ne reste qu'à lui faire ces 2 tours vers la droite. Voilà, c'est le moment de vérité, on va pouvoir vérifier que nos soucis venaient bien de là. Déjà, les commandes déportées de l'autoradio fonctionnent, mais aussi celles servant au téléphone embarqué. Par contre, notre klaxon reste malheureusement muet. On va laisser ça pour plus tard. En attendant, je vais vérifier que le régulateur, lui, est dorénavant fonctionnel. Un petit tour s'impose. Bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, tant mieux. Reste à voir donc ce fichu klaxon. Avant d'y attaquer, et même si le voyant d'airbag est dorénavant éteint, il nous reste à constater par nous-mêmes que l'OBD pose effectivement un problème, comme l'indiquait Corentin lors du trajet de l'épisode 1. Déjà, on a bien une alimentation à la prise et on peut commencer par tenter de se connecter via les protocoles au standard OBD2. Bon, ça ne fonctionne pas effectivement. On va plutôt tenter l'approche constructeur et son protocole propriétaire. Après avoir entré les derniers caractères du numéro de châssis, je peux sélectionner le module à lire. Par exemple, le calculateur de boîte, peut-être une indication sur le problème qu'elle rencontre. On en apprend pas beaucoup plus que ce qu'un essai routier pouvait indiquer. Des difficultés au passage de la seconde à la troisième. D'après le manuel ZF, ce code apparaît en cas de patinage excessif lors d'un changement de rapport. Maintenant, qu'en est-il du module d'airbag? Injoignable. En soi, c'est pas très grave puisque je n'ai plus de voyant fixe les concernant. Après avoir discuté avec quelques connaisseurs de la marque, il semblerait que finalement assez peu de systèmes parviennent à lire l'intégralité des modules Jaguar de l'époque. Revenons maintenant à notre problème de klaxon.
Pour venir à bout de son mutisme, je vais commencer à démonter. Le pare-choc va y passer en premier, déjà pour avoir accès aux klaxons et pour pouvoir les tester, mais aussi en profiter pour redonner un coup de jaune aux optiques qui ont un peu jauni. Notre souci ne vient donc pas d'eux, et c'est avec l'aide d'Olivier qu'on trouve finalement le coupable. Outre ses vastes connaissances en matière de Honda, il est également plutôt pointu en matière de réseau électrique embarqué. Ça tombe bien. Après avoir testé les continuités, il s'avère que manifestement il y a une interruption quelque part. Et c'est juste sous la boîte à fusible avant qu'on trouve le fil sectionné. Après soudure et isolation, on va pouvoir vérifier que cette fois la voiture pourrait passer un contrôle technique sans se faire recaler pour cette raison. J'ai essayé de le mettre au contact. On le voit ici. C'est le prix de la victoire. J'ai rarement été aussi content de klaxonner. Bon, tant que le pare-choc est retiré, je vais comme prévu en profiter pour m'occuper des phares. C'est loin d'être la première fois que je monte la rénovation d'optique sur la chaîne, donc je vais pas forcément rentrer de nouveau dans le détail. Pour les nouveaux venus, il pourrait simplement être utile de rappeler que les grains utilisés ici sont 800, 1200, 2000 et 3000 à l'eau. Pas de vernis pour ma part après avoir lustré ces optiques jusqu'à retrouver une parfaite transparence. Pour ceux qui n'auraient jamais pratiqué l'opération, ne soyez pas intimidés par l'apparente dégradation entraînée par les premières étapes de ponçage. C'est normal. Le jeu en vaut largement la chandelle. Tant que j'ai tous les outils à disposition, j'en profite pour faire un petit test de correction des micro-rayures sur l'aile avant droite. Il faut croire que l'expérimentation sur la CLK 500 a laissé des traces. Plutôt encourageant. Enfin voilà, c'est bien joli de s'amuser un peu, mais il faut remonter tout ça et s'attaquer au dernier problème bloquant pour le CT, à ma connaissance en tout cas. Ça ne corrige pas son regard un peu étrange sous certains angles, mais ça lui fait tout de même un lifting plutôt bienvenu.
Passons maintenant à la dernière chose que j'avais détectée comme pouvant être rédhibitoire au contrôle technique. Des soufflets de rotule éventrés. J'avais remarqué ça lors de la purge des freins. Sont concernés les 2 triangles supérieurs ainsi que les 2 rotules de direction, le tout à l'avant. Pour moi, ce sera fait. Comme aucune de ces pièces ne semble présenter de jeu excessif malgré le bruit entendu dans le train avant durant la conduite, je vais commencer par remplacer ces soufflets. J'avais acheté il y a quelques années une boîte de pièces universelles qui me sert régulièrement. J'avais à l'époque trouvé ça sur eBay mais je suis plus retombé dessus depuis. Après avoir retiré le maximum de l'ancienne graisse, je remets une bonne dose avant de reposer le soufflet neuf. Le plus difficile, c'est de remettre en place le clip de maintien qui est monté comme un anneau de porte-clés. Pas évident à remettre dans sa gorge sans trouer le soufflet tout neuf. Et à force de pratiquer, je commence à avoir une certaine dextérité pour ça. Cette opération répétée sur les 3 autres rotules, je peux maintenant retirer toutes les traces de colle et de doigts que j'ai laissées après mes diverses opérations dans l'habitacle. Je ne m'attaque pas tout de suite à la rénovation intégrale de l'intérieur, mais conserver l'endroit propre me donne toujours plus envie de prendre soin de la voiture, alors je vais pas m'en priver. Mis à part quelques accros et une usure plus prononcée du cuir sur le bourrelet extérieur du dossier, y a pas grand chose à faire par ici. Ah, et le ciel de toit bien sûr, il finira par y passer. On ne peut pas dire la même chose de la carrosserie. On peut en faire le tour pour voir les dégâts les plus flagrants. On commence par une belle balafre sur l'aile arrière droite. Quelqu'un a tenté d'utiliser ensuite un pinceau de retouche. Cette personne n'est manifestement pas passée à côté d'une vocation d'artiste peintre. Ce genre de défaut constitue un sacré challenge à reprendre, mais je verrai ce que j'arriverai à en faire. À côté, on peut voir un enfoncement du rebord de la porte. Je suis pas trop inquiet à ce sujet, je devrais pouvoir arriver à le rattraper. On poursuit sur les pare-chocs. À l'arrière, quelques rayures, surtout au niveau des baguettes peintes. C'est pire à l'avant où on peut voir une nouvelle œuvre d'art côté conducteur. Et de belles rayures immaculées cette fois, à l'opposé. Pour finir, je vous propose un rapide tour ensemble, que vous puissiez comprendre pourquoi je n'ai pas fait du problème de transmission la priorité numéro 1 de cette rénovation. Voilà, bon, je vais déjà vous montrer à froid ce que ça donne. En fait, dans ce contexte totalement à froid, il n'y a aucun problème. Elle passe la seconde. Voilà, elle vient de passer la 3. Tout se passe correctement. Donc je vous reprends dans quelques minutes, après qu'elle ait chauffé un petit peu, pour vous montrer ensuite comment il faut gérer la chose. Donc voilà, elle est chaude maintenant. Je repars, donc je vais passer en drive. La solution que je préfère, c'est, voilà, elle passe la seconde, je bloque
Donc en seconde, j'aurais pu repartir comme ça d'ailleurs. Et je vais juste passer la 3, lâcher les gaz. Et voilà. Elle a passé la 3e sans aucun souci. C'était imperceptible. Pas d'à-coup. Bien. L'autre méthode, c'est d'être bourrin. Et là, elle passe également sans problème le rapport. Bah, au quotidien, c'est peut-être plus facile quand même d'utiliser la première méthode que je vous ai montrée. En repartant ici, je vais générer le souci pour que vous puissiez voir ce qui se passe lorsque on n'utilise pas l'un de ces subterfuges. Alors on va s'arrêter. Donc là, je pars en première, seconde, et à la 3, il va se passer quelque chose. Voilà, elle n'a pas réussi. Donc, hop, blocage 2 secondes. Voilà, la 3e est passée. Faut être patient, bien décomposer le moment, et à ce moment-là, tout se passe bien. Voilà. On passe sur la méthode bourrine. Il n'y a personne derrière, c'est bon. De toute façon, plein gaz, il n'y a jamais de problème. En pleine charge, il n'y a pas de souci. Probablement que la pression dans la boîte, la pression d'huile est plus importante et que les disques de friction arrivent à coller sans patiner. Je vois que ça. Voilà, vous savez tout. Et donc, sur ces derniers tests, pour vous montrer ce qu'il en est exactement de l'état de cette boîte, je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou une autre. Bye!